19 h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les titres. À la une de ce journal, la MONUSCO est appelée d'accélérer son retrait de la République démocratique du Congo au cours d'une déclaration rendue publique ce lundi 26 février 2024. Les forces vives de la société civile du Nord Kivu exigent également au gouvernement de relever le porte-parole de l'opération Sokola 1, Anthony Mwalushayi, qui s'est distingué selon cette dernière dans la communication mal orientée. Et puis, plus de 5000 personnes victimes des conflits armés dans le territoire de Mahagi, en Ituri, regagnent progressivement leur milieu d'origine dans la chefferie de Pandourou depuis quelques semaines. Le responsable de la chefferie de Pandourou, Arnold Lokwa, affirme qu'au moins 20 villages qui s'étaient vidés de leurs habitants commencent à être réoccupés par ces habitants. C'est un nouveau journal sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, doit accélérer son retrait de la RDC. Telle est l'une des recommandations formulées par la coordination de la société civile du Nord Kivu au cours d'une déclaration rendue publique ce lundi 6 février. La coordination de la société civile du Nord Kivu fustige également le comportement du gouvernement central qu'elle qualifie de silence coupable face à l'agression rwandaise. Suivez un extrait. Les forces vives recommandent ce qui suit. 1. Au gouvernement d'accélérer le processus du départ de la MONUSCO, de relever le porte-parole des opérations Sokola 1 en la personne de Anthony Mwalushayi, qui s'est distingué dans la communication mal orientée, de se pencher sur la question de la gestion du conflit des limites entre la population riveraine du parc national de Virunga et l'ICCN avant que le pire n'arrive, de sanctionner des personnes impliquées dans la destruction intentionnelle du lac Édouard dans la cité de Kiavignon. Une mise en garde est donnée à la COPEVI, qui se distingue actuellement dans le rançonnement de la population appauvrie de Kiavignon, de relever l'unité militaire passant carotte dans le territoire de Beni pour leur inefficacité dans les opérations de traque de rebelles à des finales, de revoir les frais fixés pour les examens d'État pour les élèves finalistes du Nord Kivu, session 2024, qui traverse une turbulence de la guerre, au besoin de reconduire les frais de la session 2023. Au Conseil de sécurité et à toute la communauté internationale d'éviter de jouer à la double face et de sanctionner les agresseurs de la RDC, à l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda. Plus de 5000 personnes déplacées regagnent progressivement leur village dans le territoire de Mahagi en Ituri. Au moins 20 villages qui s'étaient vidés de ses habitants commencent à être réoccupés. Une lueur d'espoir de retour de la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo, théâtre de conflits armés et perpétrés par plusieurs troupes des rebelles. Jocelyne Massiala pour plus de détails. Plus de 5000 personnes déplacées retournent dans leur village dans les territoires de Mahagi, chefferie de Pandourou, depuis quelques semaines. Les responsables de la chefferie de Pandourou affirment
qu'au moins 20 villages qui s'étaient vidés de leurs habitants commencent à être réoccupés par leurs habitants. À l'exemple des villages Yagu, Djupalangu, Selega, Djupazanga et Pangapiu, où les autochtones ont repris les activités champêtres. Les retours des familles dans leur milieu de vie est le résultat du dialogue et de paix initié par les autorités, mais aussi de la prise de conscience de certains combattants des groupes armés qui sont devenus favorables au processus de paix, sécurité et la cohésion sociale en cours. Cependant, ils rapportent que ces retournés manquent de tout. Ils n'ont pas d'abri, pas d'école et pas de structure sanitaire. À cause de manque de centres de santé, certaines personnes, dont les femmes enceintes, parcourent parfois jusqu'à 5 km à pied pour rejoindre un hôpital. Ils ont profité par cette occasion pour lancer un appel au gouvernement et aux organisations humanitaires afin de prendre des mesures urgentes. Et la situation très préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo a occupé une place de choix dans le message du cardinal Fridolin Ambongo à l'occasion de la messe pour la paix en République démocratique du Congo tenue samedi dernier à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Rend à lui. Pour l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, le peuple congolais ressemble actuellement à cet homme dépouillé, roué de coups et laissé à moitié mort par de bandits. Selon lui, la première assemblée du synode pour l'Afrique avait déjà appliqué cette parabole à la situation de l'Afrique, stigmatisant ainsi l'indifférence de la communauté internationale. Malgré ces avertissements, a-t-il poursuivi, 30 ans plus tard, le constat est très amer. On continue de compter de millions de morts et de déplacés, de milliers de femmes violées, de familles brisées, des enfants orphelins et des infrastructures détruites. En réalité, ce qui apparaissait comme un accident, transfert du conflit interethnique rwandais a fini par dévoiler son agenda caché. Au fil des années, différentes missions et organisations ont rapporté de velléités expansionnistes de certains pays voisins à l'Est et le pillage systématique de richesses du sous-sol congolais par de multinationales sous la couverture de groupes de revendications internes. Les conflits dans l'Est de la RDC en cours depuis près de 30 ans est qualifié de plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale et principalement d'ordre économique, avec l'exploitation et le commerce illégal de minerais comme cause profonde de la violence. L'implication du Rwanda dans la déstabilisation de la RDC et le pillage de ses ressources est largement documentée, notamment par les Nations Unies. Ces derniers jours, les tensions diplomatiques entre Kinshasa et Kigali sont loin de s'apaiser. Cette messe intervient pendant que le combat font rage entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo contre le rebelle du 1-23 soutenu par l'armée rwandaise dans les environs de Sake, territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu. Pendant ces temps, après le chèque de pourparlers à Addis Abeba, en marge de la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue du 17 au 18 février 2024, Joao Lourenço, président angolais et médiateur désigné par l'Union africaine, va tenter cette fois-ci de rencontrer le protagoniste séparément. D'après Félix Tshisekedi, le mardi 27 février de l'année en cours, il sera en Angola sur invitation de son homologue. Et puis, une nouvelle plateforme de la société civile a été lancée le samedi 24 février 2024 à Kinshasa, dénommée la refondation de l'État congolais, REC. Cette structure se fixe comme objectif de sensibiliser la population, les forces vives et les leaders d'opinion à œuvrer en faveur de la moralisation de la classe politique, de la promotion de la dignité humaine des Congolais ainsi que des valeurs de la bonne gouvernance. Cette plateforme a regroupé en son sein quelques organisations de la société civile qui ont accepté de mutualiser leurs efforts pour l'instauration effective de l'état de droit. Suivez. Un nouveau-né dans le microsome de la société civile. Il s'agit de la refondation de l'État congolais, REC en sigle. C'est pour, entre autres, dénoncer à l'attention de la communauté tant nationale qu'internationale tout individu ou groupe d'individus qui bloque l'émergence de droits civiques et politiques de Congolais et Congolaises pour la consolidation de l'État de droit. Constituée d'une vingtaine d'organisations non gouvernementales, cette nouvelle structure se propose de
mobiliser la communauté congolaise dans son ensemble. Son coordonnateur national, Kolbe Koulefa, explique vouloir défendre les intérêts de la communauté en fournissant des services essentiels, en plaidant pour les droits des citoyens, en menant des actions humanitaires et en sensibilisant aux questions sociales importantes. Notre travail, c'est de compléter celui du gouvernement et contribuer de manière significative au développement de notre nation. C'est en avançant avec détermination que nous pourrons maximiser nos performances au profit de notre population. Cette cérémonie de lancement a été couplée à la signature de la charte par la synergie des ONG membres. Parmi les signataires de la charte, Yolande Poy, présidente de l'ONG Motema Bomama, elle s'est dit séduite par la vision de la REC. La vision de REC est au-delà de non gouvernemental. C'est aussi accompagner les actions du chef de l'État. Et lorsqu'il y aura des décisions qui sont bénéfique pour la population que nous sommes. En tout cas, nous, notre apport sera d'appuyer, d'accompagner pour que les décisions soient vraiment effectives. Fondatrice de la fondation Pelouse Rose, Pemba Lubenzo estime qu'à travers REC, plusieurs actions seront menées en faveur de la population, surtout pour favoriser l'autonomisation des femmes et jeunes en République démocratique du Congo. Nous avons une valeur ajoutée à travers la REC, que nos mamans soient autonomes car elles sont marginalisées. Il en est de même pour les jeunes garçons. Voilà pourquoi nous voulons changer de style de vie. Que vous ayez étudié ou pas, toute la population de Kinshasa ou du monde entier doit être considérée. Main sur la bouche, deux doigts de l'autre main sur la tempe, les membres de la REC ont esquissé ces gestes devenus viraux sur la toile pour dénoncer les silences de la communauté internationale face à l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Ils annoncent des actions de grande envergure dans les prochains jours. Et dans un autre chapitre, à l'École nationale des finances, les lauréats de la section douane viennent de recevoir leur brevet après 3 ans de fin de formation. Ces lauréats ont été honorés par la haute direction des douanes, question de leur donner des orientations pour valoriser leur formation. Regardez. Ils ont passé 3 ans de formation à l'École nationale des finances, ENEF en sigle. Ces lauréats de la section douane ont eu pour la plupart des mentions distinction et satisfaction. En tant que douanier, nous ne cesserons de louer les efforts consentis par votre autorité pour le bien-être des douaniers en général et ceux qui passent à l'École nationale des finances pour la formation douanière en particulier. Nous avons bénéficié de votre accompagnement sans faille pendant notre cursus, tant sur le plan matériel que financier. Ils viennent d'être honorés par la haute direction des douanes avec à sa tête le directeur général Bernard Kabessé, assisté du directeur général adjoint en charge des questions techniques et du chef des sections douanes de l'ENEF, représentant du directeur général de l'École nationale des finances. Il était question de leur donner des orientations précises devant valoriser leur formation et améliorer ainsi leur rendement quotidien dans la mission de mobilisation des recettes dues au trésor public. Au terme de votre cursus à l'ENEF, je vous exhorte à vous approprier les enseignements reçus durant les 3 années à l'École nationale des finances et de les utiliser de manière à influencer positivement vos collègues et améliorer ainsi la qualité du travail à accomplir au sein de notre chère administration. Je vous demande de préserver les acquis de cette formation, de les consolider et de les pérenniser sur terrain. Je vous invite à adhérer à la philosophie du changement et à en être des animateurs afin de conduire l'administration douanière de la RDC vers la vision d'excellence. Les lauréats ont dit toute leur reconnaissance et ont promis d'œuvrer dans la logique de l'éthique et de la déontologie douanière. Autre lieu, autre secteur et cette fois-ci en santé,
En province, les travaux de réfection de l'hôpital général de référence de Kamina évoluent sans désemparer, constat fait par le ministre provincial de Santé de Péché par la gouverneure en mission. Ces travaux visent à soulager la population de cette ville et autres coins du Haut-Lomami dans le domaine de la santé. Alerté par l'exécutif provincial, l'honorable Isabelle Kalenga, le ministre provincial en charge de la santé, a effectué une descente à l'hôpital général de référence de Kamina pour une mission de suivi des activités du terrain. Principalement, évaluer les travaux de construction des latrines et aussi du bâtiment qui logera désormais le bureau central de la zone de santé en construction. En rapport avec la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux, rumeur selon laquelle l'hôpital général de référence de Kamina manquait de toilettes et que les malades se débrouillaient pour les besoins physiologiques, la réalité sur terrain est tout autre. Ici, 12 toilettes sont opérationnelles en bon état et 8 en réhabilitation profonde. Pour les internés, tout va très bien. Le docteur Kakompe Mbavu a échangé avec les malades pour se rassurer de la situation. Très intéressant. Na munaitilizaka Tunaitilizaka ma toilette, ma douche, yote. Merci. Satisfait, il a également échangé avec les travailleurs en plein travaux qui ont témoigné que tout est en place pour la continuité. Sasa ma toilette itaweza kuwa utilisable wakati gani? Tuseme hii semaine hii niko sûr que ma toilette tutamaliza. Le ministre en charge de la santé a encouragé le médecin chef de zone et le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kamina pour le travail abattu afin de garantir la bonne santé de la population du Haut-Lomami, particulièrement celle de la ville de Kamina, comme le veut l'honorable Isabelle Kalenga, gouverneur de province et sous la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Dans ce même chapitre, les responsables de la province du Haut-Katanga ont reçu à Lubumbashi des agents de santé du Royaume de Suède. Leur déplacement s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le choléra qui sévit depuis quelques semaines dans la principale ville de la capitale du cuivre. Cette équipe suédoise, conduite par la chef de bureau de l'UNICEF Lubumbashi, est venue s'enquérir du fonctionnement du centre des traitements de choléra et de la prise en charge des malades. Le docteur Aimé Kiboué, médecin chef de zone de santé de la commune de La Kenya à Lubumbashi, a dressé les bilans de 723 cas et 42 décès dans 11 zones de santé et 257 enfants dont 157 élèves. Pour son bon fonctionnement en cas d'épidémie, ces centres bénéficient de l'apport des médecins et autres infirmier, a expliqué le docteur Aimé Kiboué. Au nombre de besoins pressants selon lui, il y a la construction du centre en matériaux durables à la place des tentes et les remplacements des lits. Le responsable de zone de santé a aussi confié que, en ce moment, les difficultés relatives à l'enterrement digne des victimes du choléra restent un problème majeur. Pour sa part, la chef de bureau de l'UNICEF Lubumbashi, Annie Choa, s'est dit satisfait de l'appui de son institution dans cette lutte. À noter que l'arrivée de cette équipe médicale suédoise représente un espoir dans la lutte contre cette maladie dévastatrice. Grâce à leur expertise et leurs ressources, ils contribueront sans aucun doute à améliorer les conditions des traitements et des patients et à réduire le nombre des décès. Santé toujours, avant de terminer ce chapitre, lancement dans la province du Kwilu depuis la semaine dernière du projet de lutte contre la malnutrition infantile chronique des enfants de 0 à 2 ans dans une durée de 2 mois. Ce projet a été financé à hauteur de 24 millions de dollars américains par l'unité de gestion de programmes de développement du système de santé en République démocratique du Congo. Le gouvernement provincial du Kwilu a lancé depuis la semaine dernière un projet de lutte contre la malnutrition infantile dans 10 zones de santé. Ces projets multisectoriels de nutrition et santé visent les enfants de 0 à 2 ans frappés par la malnutrition chronique. Le responsable technique du projet multisectoriel de nutrition a affirmé d'une part la présence manifeste de la malnutrition chronique dans la province et l'implication de ces projets dans le village d'autre part. Il sera exactement question de lutter contre la malnutrition
des enfants des 0 à 2 ans maximum. La nutrition pour assises, qui est un projet adapté à ce sens, pourra être présente dans les zones de santé et dans de villages où il faut soutenir la lutte contre ces fléaux. Il sera mené auprès de femmes enceintes, auprès de celles qui devront donner naissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que la malnutrition infantile est susceptible d'advenir dans le premier 1000 jours des enfants, c'est-à-dire de la conception à 2 ans. Les actions de lutte contre la malnutrition infantile que soutient le gouvernement provincial du Kwilu à travers le projet multisectoriel de nutrition devraient durer 2 mois. Elles ont été financées à hauteur de près de 24 millions de dollars américains par l'unité de gestion de programme de développement du système de santé. De vue générale, la malnutrition infantile reste un problème récurrent à travers la République démocratique du Congo. Elle reste l'un des problèmes de santé auprès des enfants en besoin de croissance physique. Page africaine à présent, le défunt président de la Namibie a été inhumé dimanche après des funérailles nationales. Il était président depuis 2015 et devait terminer son deuxième et dernier mandat cette année. Geingob a également été le premier ministre de Namibie après l'indépendance de 1990 à 2002 et a été Premier ministre pour la deuxième fois de 2012 à 2015. Décédé le 4 février dernier, de suite d'un cancer à Windhoek, Ag Geingob était le 3e président de la Namibie depuis que le pays a obtenu son indépendance de l'Afrique du Sud d'apartheid en 1990. Son inhumation a eu lieu le dimanche 25 février à Iros. Our president and our commander-in-chief. Notre président et notre commandant en chef, son Excellence le Dr Hage Gottfried Geingob, reposez en parfaite paix tandis que nous vous saluons. Adieu jusqu'à ce que nous nous retrouvions. May God Almighty grant unto you eternal rest. Que Dieu Tout-Puissant vous accorde le repos éternel et fasse briller sa lumière perpétuelle sur vous. Adieu, le président du peuple. The people's president. Recouvert du drapeau namibien, les cercueils de Geingob est emporté dans sa dernière demeure devant sa veuve et les représentants de 27 pays, dont la princesse Anne, sœur du roi britannique Charles III, le président d'Allemagne et du Qatar et 18 chefs d'État. Les dirigeants de la République démocratique du Congo, de l'Afrique du Sud, de l'Angola, du Botswana, du Kenya, de la Zambie et du Zimbabwe étaient tous présents. Allez, en sport, avant de terminer, les léopards handball de la République démocratique du Congo, dans les 2 versions féminines et masculines, évolueront dans le groupe B lors des 13e Jeux africains d'Accra. C'est le verdict du tirage au sort effectué le samedi 24 février par la Confédération africaine de handball. Of the playing rules and regulations of the Confederation of African Handball. Le résultat du tirage au sort sont désormais connus. Les Congolais engagés en 2 versions hommes et dames ont une idée claire sur leurs adversaires. Dans la version masculine, les ambassadeurs congolais logés dans le groupe B affronteront le Kenya, le Ghana, le Bénin. Chez les dames, tirées également dans le groupe B, elles se battront contre les Cameroun, l'Ouganda et le Mali. Par contre, dans le groupe A du côté masculin, on retrouve l'Égypte, le Nigeria, le Mali et le Togo. Dans la catégorie des dames du groupe A, celle-ci est composée de l'Angola, l'Algérie, Burkina Faso et le Ghana. Cette 13e édition historique qui se tiendra pendant 15 jours va offrir de passionnantes confrontations entre 5000 athlètes d'élite venus de toute l'Afrique. Elle servira également de qualification officielle pour les 33e Jeux olympiques de Paris 2024. Les disciplines sportives qui vont représenter la République démocratique du Congo à ces Jeux sont l'athlétisme, le badminton, le basketball à 3, la boxe, le cyclisme, le judo, l'haltérophilie, l'handball, le karaté, la lutte, la natation, le taekwondo, le tennis de table et le volleyball. Avant de boucler ce journal, mesdames et messieurs, je rappelle les principaux titres.
La MONUSCO est appelée d'accélérer son retrait de la République démocratique du Congo au cours d'une déclaration rendue publique ce lundi 26 février 2024. Les forces vives de la société civile du Nord Kivu exigent également au gouvernement de relever le porte-parole de l'opération Sokola 1, Anthony Mwalushayi, qui s'est distingué selon cette dernière dans la communication mal orientée. Et puis, plus de 5000 personnes victimes des conflits armés dans le territoire de Mahagi, en Ituri, regagnent progressivement leur milieu d'origine dans la chefferie de Pandourou depuis quelques semaines. Le responsable de la chefferie de Pandourou, Arnold Lokwa, affirme qu'au moins 20 villages qui s'étaient vidés de leurs habitants commencent à être réoccupés par ces habitants. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.